Alors, la première partie du contenu que j'aimerais vous montrer dans ce webinaire sur le cycle de financement euh, de la prochaine période d'allocation, nous avons une stratégie qui a été établie pour une période de 6 ans, 2023 à 2028. Le parapluie général, le thème général de cette stratégie a un titre: combattre les pandémies et construire un monde plus sain et plus équitable. Vous voyez qu'un certain nombre de ces éléments de cette stratégie, si vous êtes familiarisé avec notre stratégie préalable ou avec les autres stratégies du Fonds mondial, un des éléments que vous voyez ici et vos yeux sont attirés vers cet élément, c'est que nous souhaitons travailler avec et servir les besoins de santé des peuples et des communautés. S'il y a eu des changements, on a des ambitions principales et un des éléments que vous verrez ici, lorsqu'on parlera des attentes de ce qui devrait se passer lorsqu'on va demander les fonds, c'est ce que vous avez ici résumé sur cette diapo. D'autres éléments que je voudrais remarquer à gauche, il y a une colonne. Notre objectif principal, centré sur les personnes intégrées, système intégré pour la santé, pour répondre au niveau de l'impact, la résilience et la durabilité. On parle souvent de ces éléments de la durabilité pour la santé et la résilience. Donc, en bas à gauche, les personnes devront être toujours au centre de tout le travail que nous réalisons au sein du Fonds mondial. Au centre, nous parlons de maximiser l'engagement et le leadership et la participation des communautés les plus touchées, ne laisser personne derrière. Et à droite, maximiser l'équité en matière de santé, l'égalité des genres et les droits humains. Voilà des éléments qui faisaient partie déjà de notre stratégie passée et qui sont essentiels pour pouvoir contribuer au travail, à la tâche que nous avons pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous faisons aussi référence à la durabilité ou le développement durable dans un système centré sur les personnes et leur santé. Et ça, c'est très important, surtout lorsque on passe dans un contexte économique et financier de plus en plus difficile. Car même s'il y a des fonds, effectivement, l'investissement dans la santé ne sera pas aussi importante que ce que l'on aurait désiré ou souhaité, car ces fonds ont été réduits malheureusement. Donc, un autre élément, ce sont les objectifs qui évoluent avec le temps. Nous nous adaptons rapidement à mesure que nous avançons. Nous nous adaptons au développement de la pandémie du COVID-19 et nous avons inclus la réponse au COVID comme aussi un élément qui fait partie de nos opérations depuis 2020. Nous allons continuer à travailler avec nos pays partenaires, nos partenaires techniques aussi, afin de mieux nous préparer à répondre à toute pandémie qui pourrait nous toucher à l'avenir. Voilà l'idée générale, le point de départ de notre stratégie. Mais lorsqu'on pense à demander des fonds pour le prochain cycle d'allocation de fonds, il faut prendre en détail ce qui apparaît dans cette diapositive. Le Fonds mondial a déjà mis à jour les formulaires de demande. Les formulaires sont mis à jour. Il y a de nouvelles annexes en plus de celles que nous avions déjà par le passé. Et de plus, il y a des attentes qui ont évolué par rapport à ce qui devrait se produire dans les prochaines étapes que je vais souligner à mesure qu'elles seront abordées. Ces formulaires de demande de fonds sont disponibles sur le site web. Les formulaires de demande de fonds, vous les trouverez sur le site web du Fonds mondial en anglais, en français et en espagnol. Alors, quelle est l'intention de toute cette stratégie qui est un point de départ? Donc, nous avons d'abord les formulaires qui sont déjà disponibles. L'intention de soutenir les programmes nationaux pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux. Il est très important que nous pensions aux différents éléments qui composent cette stratégie et comment ils peuvent compléter ce qui a déjà été articulé dans les stratégies propres à chaque pays. Lorsqu'on pense à notre préparation pour le prochain cycle d'attribution de fonds et au contenu, nous devons prendre en compte ce qui a déjà été établi auparavant. Avec ce préambule général,
nous allons regarder quel est le processus du Fonds mondial au niveau de la demande de financement. J'ai donné une forme de cercle. Lorsqu'on demande des fonds, lorsqu'on pense à demander des fonds pour le Fonds mondial, il faut savoir que le point de départ, c'est que le Fonds mondial utilise une approche basée sur ce qu'on appelle les attributions ou allocations. Avant 2014, le Fonds mondial faisait cela d'une manière différente. Mais depuis 2014, nous sommes passés à une approche du financement autour d'un concept d'allocation ou d'attribution. L'idée, c'est que le fonds, d'abord, évalue l'éligibilité et désigne ensuite quel sera le montant spécifique de financement pour chacun des pays pour la prochaine période. Ensuite, les pays font leur demande, c'est-à-dire une demande de financement qui est envoyée au Fonds mondial. Ceci est révisé et validé par un panel indépendant. Donc, un panel technique de révision des candidatures va donc analyser les demandes et ainsi, on peut vérifier si il y a une allocation, une attribution de fonds particulière pour chaque demande. Et il y a un comité de validation ou d'approbation de ces aides, de ces financements. Et ce panel fait aussi une révision. Le secrétariat, à son tour, a ses propres membres et les membres donnent des recommandations au conseil, si vous voulez, de validation. Et de là, on passe à un nouveau tour d'exécution ou de mise en œuvre, un nouveau tour de ce cercle. En passant dans un cycle de financement qui est basé sur ces allocations ou assignments, vous voyez ce cercle bleu foncé, il y a écrit mise en œuvre des aides ou des subventions. Grant Implementation. Et il y a des petits morceaux de camembert sont en turquoise. Voilà les différentes phases ou étapes qui se déroulent dans la plupart des pays. Et là, vous voyez donc la demande de financement, la révision continue, les allocations qui sont données et l'approbation. Le mécanisme dans chaque pays est coordonné avec le Fonds mondial pour la prochaine période. Avec ce type de cycle et de boucle, si vous voulez, nous avons une mise en œuvre continue et à la fin d'une période d'exécution de mise en œuvre, le suivant cercle commence. En bleu clair, c'est ce qu'on appelle le dialogue pays. C'est une évaluation, une révision. Et là, nous avons des débats en continu, des conversations en continu au sein du Fonds mondial, mais aussi dans chaque pays, afin de voir si les parties prenantes sont idéales et si elles optimisent bien l'investissement du Fonds mondial pour pouvoir atteindre les répercussions attendues, c'est-à-dire maximiser le potentiel de l'investissement et atteindre ainsi l'objectif final par rapport à ces trois maladies. Donc, il y a aussi des circonstances exceptionnelles. Parfois, la période est adaptée afin d'harmoniser les temps des programmations par rapport aux cycles nationaux. Mais pour la plupart des pays, il s'agit d'allocations qui durent de périodes de 3 ans. Ceci vous donne une image générale du fonctionnement de ce cycle et comment se passe la demande, l'attribution et le développement de ces subventions. Et maintenant, j'aimerais vous dire ce qui se passe par derrière avant de démarrer ce nouveau cycle. Il partira de 2023 jusqu'en 2025. En l'occurrence, parce que c'est la période de temps où les demandeurs éligibles peuvent demander les fonds. Pour cette période de 3 ans, il faut compléter tout ce processus. Et donc, le conseil, les responsables du Fonds mondial doivent, donc ce panel doit allouer ces fonds. Et maintenant, dans le secrétariat, nous évaluons l'éligibilité ou l'admissibilité pour recevoir cette attribution ou ces fonds. Quelle est l'approche? Alors, ici, nous analysons quels sont les éléments ou les composants d'éligibilité. Ceci est basé sur la politique d'éligibilité qui a été approuvée par le comité et le panel. Donc, à gauche,
vous voyez l'éligibilité qui, en fait, en fonction du niveau de revenu. Mais ce n'est pas cette colonne qui garantit ou pas une allocation ou une attribution. Il y a des pays qui sont éligibles, mais ce n'est pas une garantie totale du fait que ces pays vont ou pas recevoir les fonds. Si vous pouvez être éligible, mais ne pas recevoir les fonds. Mais la plupart le sont. La plupart des pays éligibles reçoivent les financements et les fonds. Donc, je dirais que sur ce tableau, vous voyez que les pays qui ont des faibles revenus, les pays à revenus moyens ou bas ou faibles, et les pays à revenus moyens supérieurs sont éligibles. Les pays à haut revenu ne sont pas éligibles. Ensuite, ça dépend euh, de la prévalence. La deuxième colonne, c'est la prévalence de la maladie. Et à droite, l'éligibilité. Aucun pays à fort ou revenu élevé ne recevront les fonds. Vous voyez que ça dépend donc du niveau de revenu, de la prévalence de la maladie pour pouvoir calculer l'éligibilité pour ces fonds. Donc, on peut calculer les niveaux en fonction aussi de ces niveaux de prévalence de la maladie. L'éligibilité dépend des pays, de ces conditions. On peut avoir, par exemple, être éligible pour le sida, la tuberculose et le paludisme, toutes les maladies ou seulement une des maladies. Ce que nous faisons, en fait, c'est encourager les pays à investir dans la maladie pour laquelle ils ont reçu une allocation, mais aussi pour les systèmes de résistance à ces maladies. Les interventions dans les systèmes des communautés sont un investissement essentiel pour maximiser le potentiel. Et le Fonds mondial n'a pas ce type d'allocation. Tout dépend des mécanismes. Il faut prendre une décision sur la quantité de l'allocation des fonds des trois maladies devrait être investie dans les systèmes de santé pour pouvoir avoir encore plus d'impact sur ces trois maladies. J'ai cité la méthodologie de l'allocation des fonds. Nous sommes à la première étape de ce cycle, dans l'optimisation afin d'arriver à l'endpoint de la méthodologie, au point final de la méthodologie. Comme vous pouvez imaginer, nous devons savoir de combien d'argent on dispose, quel est le financement disponible. Il y a eu une conférence hier qui a eu beaucoup de succès. Nous avons eu plus de 14 milliards disponibles. C'était beaucoup plus que pendant le cycle précédent. Il y a beaucoup de logistique encore qui va entrer, mais il y a un comité de financement et le Conseil va considérer ces fonds et va établir combien de financement qui a été promis va être transformé en fonds disponibles. Une fois que ces fonds ont été établis, ainsi, on pourra identifier le montant que nous allons laisser pour les investissements catalytiques, que je vais expliquer dans un petit moment, et la grosse partie des fonds disponibles pour les allocations seront pour le financement des pays. Et le montant des pays, c'est un point de départ pour la méthodologie d'allocation des fonds qui va suivre. Donc, nous avons une répartition selon les maladies. Nous avons une répartition mondiale selon la maladie. Ici, vous voyez les chiffres, donc à 12 milliards, donc 50% pour le sida, 18% pour la tuberculose, 32% pour le paludisme. Vous voyez la formule d'allocation, mais nous ne souhaitons pas pénaliser des pays qui luttent beaucoup pour pouvoir maintenir des services centraux parce que leur maladie n'est pas financée au même niveau que les autres. Donc, nous avons eu des conversations au préalable pendant cette année. Nous avons vu qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport au ratio ou à la répartition mondiale par maladie. Et ces fonds seront disponibles par maladie. Ensuite, nous utilisons la formule d'allocation avec des paramètres techniques pour affiner cette formule, pour faire des ajustements par pays, pour pouvoir décider quelle est l'allocation par pays. C'est ce qui se passe au niveau du secrétariat. Ça se fait pendant le mois d'octobre et en novembre. En décembre, vous pourrez communiquer quelle sera l'allocation pour chaque pays dans une lettre d'allocation. Cette lettre sera personnalisée par rapport à chaque pays qui a reçu ou qui aurait droit à recevoir des fonds. Et vers le 16 décembre, il y aura donc la lettre qui sera envoyée. Vers la mi-décembre, ça c'est notre objectif, notre date butoir pour pouvoir savoir combien de fonds seront reçus par chaque pays.
il y a un montant qui sera attribué et selon le type de maladie, il y aura un pourcentage différent. Pour votre information, vous aurez donc, à travers le CCM, selon les pays, vous aurez une information. Vous saurez quel type de candidature vous pourrez développer pour ce cycle et combien d'argent chaque pays recevra. Je cite cette partie au début de la méthodologie de l'allocation parce qu'on parle des fonds catalytiques. Donc, nous avons eu il n'y a pas eu de changement dans les trois modalités. Et ceci est opérationnalisé dans trois lignes de financement différentes. D'abord, les fonds complémentaires, les multi-pays catalytiques et les initiatives stratégiques. Les fonds complémentaires sont communiqués dans la lettre par rapport à un pays sélectionné qui ont été désignés pour ces fonds complémentaires, les matching funds. Ces fonds sont intégrés dans les propositions de demande de fonds et dans les subventions accordées. Donc, c'est désigné pour promouvoir l'utilisation des allocations par pays pour des priorités stratégiques en ligne avec le Fonds mondial et pour les stratégies des maladies partenaires. Ceci apparaîtra dans la lettre. Ensuite, nous avons les fonds catalytiques multi-pays. Comment cela fonctionne au niveau multi-pays? Certains pays reçoivent différentes allocations de fonds dues à des raisons opérationnelles très importantes. Ainsi, ce système n'est pas pareil que celui du multi-pays catalytique que j'explique au milieu. Pourquoi? Parce que, a priori, on a déterminé quelles seraient les caractéristiques spécifiques, les conditions par région. C'est multi-pays s'appelle régional. Quelles sont les priorités? Ça, généralement, on l'aurait préparé en janvier. On travaille à ce niveau-là. Il existe donc des priorités régionales pour pouvoir remplir les priorités et c'est extrêmement difficile pour les différents pays de segmenter les allocations, les attributions, et c'est pour cela qu'il faut suivre de près les pays. Après, il y a également, pour finir, des initiatives stratégiques, et c'est un groupe qui est censé recevoir un niveau très faible de financement, qui sont pour des programmes qui ne peuvent pas être abordés au travers le financement de l'API. Ça peut être transversal, hors cycle, mais néanmoins, il est essentiel, sont essentiels pour garantir une utilisation optimale des sommes allouées. Je ne vais pas aborder maintenant les fonds catalytiques multi-pays, une initiative stratégie, je le ferai postérieurement, mais je voulais cependant reprendre les 9 domaines prioritaires des pays qui reçoivent des financements pour des fonds de contrepartie. Ce ne sont pas exactement les mêmes que celles des domaines prioritaires des fonds de contrepartie du dernier cycle de financement. Vous pouvez y avoir accès plus tard, si vous souhaitez, mais je souhaitais simplement vous le mentionner car cela va démarrer au mois de décembre. Passons maintenant aux actions nécessaires pour entreprendre cette tranche de financement qui est communiquée dans la lettre de l'attribution. Vous savez que la grande majorité des pays commencent déjà à entretenir un dialogue au niveau du pays, collecte des données, se penche sur le programme et essaie de voir si l'on peut l'optimiser pendant la suivante période de financement. Et l'essence du dialogue au niveau du pays, c'est que le Fonds global, mondial ainsi que d'autres organisations souhaitent s'assurer du fait que nous prenons en compte tous les acteurs majeurs et que l'on puisse prioriser les fonds. Les coordinateurs seront donc coordonnés au-delà du CCM, c'est-à-dire que c'est le mécanisme coordinateur de pays. Il s'agit d'un fonds qui va être déposé dans les différents pays éligibles et
Et ce sont des opérations qui se font tout au long de cycles. Et ce sont des sont mises en œuvre sur les différentes tranches. Il existe également une période intense pour pouvoir coordonner le financement en tant que tel. Ceci nous conduit au développement de priorités, les attentes que le secrétariat accordera avec les différents acteurs et comment vont-ils contribuer pour investir de la meilleure manière les fonds disponibles. Les exemples des différents groupes sont dans ces petites bulles qui sont sur la diapo. Ce sont des exemples, mais il peut y avoir une combinaison de gouvernements, des représentants de différents ministères, des partenaires multilatéraux et bilatéraux qui vont nous fournir des données et des conseils, mais il y a également le secteur non formel, la société civile, le secteur privé et certaines populations clés qui devraient participer au dialogue de ces priorités. Un des éléments clés de cette prise de décision est le fait qu'il doit coordonner ce dialogue car ces décisions qui sont adoptées sur ce que l'on appelle les programmes. Il y aura donc une attribution pour les différentes maladies, c'est-à-dire que ce sera le CCM qui se mettra d'accord sur le fait comment ce financement devrait être utilisé pour financer ces maladies, également pour mettre la mise en marche de différents systèmes. Lors de ces débats, le CCM a l'opportunité d'identifier si ce montant est le correct avec les composantes de maladie. S'il doit y avoir un changement ou s'il va y avoir un changement au niveau du financement et il y aura peut-être un plus grand investissement et voudrait peut-être éventuellement se pencher sur d'autres mécanismes. Ce sera une décision qui sera prise à travers le CCM au moyen d'un vote et la proposition sera soumise au Fonds mondial. Mais ce programme de débat et dialogue est assez dur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des preuves et il doit y avoir également un échange de l'expertise clé avant de prendre la décision, une décision raisonnée. C'est pour cela que les différents CCM, lors de cette suivante étape, ne devraient pas uniquement indiquer les montants, mais également tout ce qui a été utilisé pour le système résilient de santé, c'est-à-dire les SRPS, pour voir dans quels seront les domaines où l'on dépensera cet argent. Vous aurez plus d'informations sur le webinaire sur les pays et le dialogue. Mais pour l'heure, je voudrais préciser que pendant les dialogues au niveau du pays, ce type de discussion doit être essentiel. Quand nous évoquons les résultats attendus du dialogue au niveau du pays, j'ai évoqué la répartition par programme. Le CCM va probablement s'assurer que les conversations avec les différents acteurs débouchera sur un alignement par rapport aux lacunes pragmatiques afin de prioriser la demande de financement. Afin de pouvoir être admissible, les CCM devraient donc saisir 6 critères d'admissibilité. Les critères servent à démontrer que le CCM a été en mesure de fournir un processus de demande de financement cohérent. Ce n'est pas des simples démarches, c'est une exigence indispensable pour le financement mondial. La documentation doit être compilée afin de pouvoir démontrer au Fonds mondial, quand cela est demandé, que la transparence est de mise et l'inclusion également. Le deuxième critère
est de faire en sorte que le CCM doit démontrer qu'ils sont passés par une procédure de sélection des récipiendaires principaux, que les récipiendaires sont éligibles et que c'est le CA qui devrait donc identifier les récipiendaires et documenter ces différents processus d'une façon transparente en fonction de leur directrice. Donc, ces deux éléments sont indispensables. Les actions devraient se faire pendant la demande de financement et le CCM devrait être en mesure de le fournir. Et le dialogue, en dernier lieu, il y a donc le fait que le Fonds mondial va donc de dire c'est le montant qui est disponible. Le CCM l'utilise pour son dialogue, pour collecter les données et l'analyse afin de pouvoir reprendre les domaines prioritaires pour les investissements. Et une fois que cela est fini, la demande pourrait être remplie ainsi que aux côtés des autres annexes et demandée. Pour récapituler le dialogue au niveau du pays pendant cette période et les résultats attendus sont la répartition des programmes, l'alignement par rapport aux lacunes pragmatiques, les éléments probants pour se conformer aux critères d'admissibilité 1 et 2 et remplir les formulaires et les annexes de la demande de financement. Il faut donc inclure les différents annexes. Et par rapport aux différents types de demandes de financement, nous en parlerons, mais la demande de financement devrait se baser sur le plan stratégique national, ainsi que tous les documents afin de pouvoir compléter l'investissement qui a été effectué, compléter également le financement en provenance d'autres sources, que ce soit d'autres donateurs, le secteur privé, afin de nous assurer que nous travaillons tous ensemble de façon orchestrée et afin d'aboutir à un financement cohérent. Donc, ce plan stratégique national est une base et nous attendons donc que la demande de financement puisse, une demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée. C'est-à-dire que nous allons utiliser le plan stratégique à un certain point. Donc, le plan stratégique va être le point de départ et va inspirer quels sont les domaines qui sont des lacunes programmatiques et quelle sera donc la demande. Il faut reconnaître que la demande donc, de financement est limitée et normalement, les pays ont une plus grande demande, bien sûr, que les sommes allouées. Donc, au-delà de la demande de financement, nous demandons aux bénéficiaires de remplir un autre document, la demande de financement hiérarchisé au-delà de la somme allouée. C'est-à-dire qu'il faudra inclure les sommes proposées pour qui seraient considérées donc comme fonds supplémentaires si cela est le cas. Et donc, ces sommes indiquées pourraient faire partie de la subvention. Cette demande de financement hiérarchisé sera également remise à temps afin de nous assurer que nous avons une vision générale de l'investissement du Fonds mondial et où sont les zones qui seront les plus impactées par ce type de financement. Il y a également différents types de démarches de candidature. Ce sont des demandes de financement différenciées, c'est-à-dire que cela a été adapté aux différents contextes des pays. Certains pays reçoivent une demande d'allocation de plus de 400 millions et d'autres de moins de 4 millions. Donc, il y aura différents niveaux d'investissement, de risque, des contextes épidémiologiques à prendre en compte. Et donc, le contexte pays
est une considération majeure lorsqu'il s'agit de savoir quels sont les différents types de détails dans les questions formulées. Le Fonds mondial a une approche segmentée, c'est-à-dire que l'on identifie des pays à haut impact lorsque le poids de la maladie est forte et la demande de financement est la plus forte, et des pays moyens avec les autres moins prises en compte, les maladies moins importantes. Et donc c'est cette hiérarchisation. Nous avons donc, si nous avons par exemple 100 différents portefeuilles, les pays ciblés représentent la moitié de ces portefeuilles et les pays essentiels à fort impact sont l'autre partie. Donc, les pays qui sont éligibles, le CCM va savoir lesquels sont. Pour les pays essentiels et à fort impact, il faut donc remplir un examen complet ou une reconduction du programme. Et il pourrait également être identifié et devoir donc présenter un plan stratégique national. Mais ceci sur demande uniquement. La différence entre les différents pays, il existe une différenciation, c'est-à-dire il y a des pays où l'investissement est déjà très fort, mais pour la reconduction du programme se fait par invitation et au travers de programmes où les résultats ont été très, très intéressants et la compréhension de l'équipe du Fonds mondial et d'autres intrants qui font partie à cette considération, c'est que c'est la que les résultats relatifs devraient se poursuivre avec aucun changement matériel. Dans le cas où un pays est sur une reconduction de programme, ils ne pourront pas l'utiliser la prochaine fois. Ils utiliseront simplement une application, une demande complète. Ceci sera communiqué aux candidats. On leur dira, voici le fonds qui sont disponibles, il faut que vous remplissiez ce formulaire, ou si vous avez une reconduction du programme, ou vous devez donc remplir le formulaire adapté aux plans stratégiques nationaux. L'important, c'est de communiquer les différents détails à l'équipe du Fonds mondial du pays demandeur. Nous pourrions donc également l'adapter au portefeuille ciblé. Pour les pays ciblés, ça c'est le même cadre que c'est de tout l'examen complet, mais ceci s'adapte très bien où le NSP est considéré comme un proxy ou une demande de financement. Ceci va récompenser l'opportunité de pouvoir dire répondez à cette question et lorsque vous le faites, renvoyez-nous à la page 57 de ce document. C'est-à-dire quand nous avons un contexte de documents nationaux et un niveau suffisant d'informations détaillées, ça pourrait constituer un proxy pour la question du Fonds mondial. Et alors, à ce moment-là, il faudrait utiliser donc les portefeuilles ciblés. Pour ces portefeuilles, nous essayons de minimiser, si possible, l'information qui est fournie par le secrétariat, il faudrait donc, dans l'idéal, je présume qu'il y aura énormément d'informations et que tout ceci sera fait d'une façon très complète. Mais cela n'est pas toujours souhaitable lorsque nous investissons un moindre niveau de fonds, alors si nous comparons avec d'autres pays qui reçoivent plus de fonds. C'est pour cette raison que nous souhaitons vous dire qu'il faudra y consacrer du temps lorsque l'investissement est moins important. Nous essayons de réduire au maximum l'information demandée dans ces portefeuilles, mais ce minimum sera important et il faudra donc comprendre l'intention qui se trouve derrière tout cela. Donc, voici les différentes démarches de candidature. Ce sont les mêmes que nous avons eues pendant le cycle précédent, mais les formulaires de demande ont été mis à jour. Quand nous envisageons la stratégie, telle que je l'ai mentionné au début, ceci passera par toute une série de questions car nous demandons aux demandeurs comment leur proposition d'investissement contribuerait
développement. Et donc, le niveau de détail est différent en fonction des demandes. Les zones de contenu sont similaires, c'est-à-dire qu'il y aurait donc la logique, c'est-à-dire où est la proposition du demandeur, où seront donc priorisés les fonds du Fonds mondial. Il y aura un peu de contexte par rapport à ce qui a changé par rapport à la phase précédente. L'on se penchera sur la maximisation de l'impact, l'alignement stratégique et le cofinancement, pérennité et transition. Et après, que se passe-t-il avec la mise en œuvre? Quels sont les accords de mise en œuvre et comment optimiser pour aborder les risques? Et à l'échelle de la demande de financement, il y a l'égalité droits humains, genre l'optimisation des ressources et il faut apprécier la valeur de l'argent et il s'agit de savoir où nous ferons où nous créerons un impact le plus important. Et après, il ne faut pas oublier les opportunités d'intégration. L'intégration est là où nous pouvons également maximiser l'impact et en pensant aux différentes opportunités et en prenant les différents domaines qui étaient en silo dans le passé, nous pourrions travailler de façon plus ordonnée et pouvoir inclure de nouveaux domaines pour améliorer l'impact. Voici donc la narrative. Comme je l'ai dit, le niveau de détail, le niveau d'information va varier en fonction des pays ciblés, des pays à fort impact ou de l'application. Maintenant, nous allons entrer dans les annexes. Nous allons passer aux annexes. Alors, vous verrez tous les annexes et les dossiers de candidature. Donc, je vais dire avant tout que la grande majorité des annexes ont été conçues pour nous aider en tant qu'outil pour le CCM et pour parcourir l'analyse, c'est-à-dire tout le processus de tout le raisonnement afin d'identifier l'optimisation du financement. Et ici, nous avons un document PowerPoint où nous avons le budget détaillé. Ça explique en mots, mais le cadre de performance et le budget vous donne des chiffres pour savoir quels sont les investissements réels et les modules, et les interventions, les objectifs et quels sont les résultats escomptés. Et dans le budget détaillé, pour ce domaine d'intervention, vous indique combien ça va coûter. Ainsi, avec le budget détaillé et la description, nous avons donc une image générale de la subvention qui va être réalisée et mise en œuvre afin d'alimenter les décisions par rapport au budget. Il faut réfléchir où sont les lacunes ou les écarts programmatiques, les lacunes. Donc, il faut créer des tableaux qui montrent où sont les lacunes. Il y a donc un autre annexe qui est justement utile pour voir quelles sont les priorités et les déficiences des CSRS, quels sont les objectifs nationaux et quelles sont les déficiences ou les lacunes qui empêchent d'atteindre ces objectifs et comment ces investissements vont compléter les investissements qui sont réalisés pour les 3 maladies. Il est intéressant également de faire une cartographie pour savoir qui c'est qui investit 2 fois pour qu'il n'y ait pas de doublon des investissements entre les investissements du pays et celles du Fonds mondial pour éviter les doublons. J'ai parlé des différentes modalités de financement, mais il faut beaucoup plus de détails et des commentaires à ce sujet. S'il y avait un fonds additionnel ou supplémentaire qui pourrait venir parce qu'il y aurait des économies, parce qu'il pourrait y avoir l'éventualité des fonds complémentaires, s'il y avait d'autres contributions, d'autres donations, voilà des chapitres qu'il faut identifier dans le PAC, dans cette ensemble, ce pack de candidatures, et il faudrait voir si l'impact est faible, moyen ou élevé, afin d'avoir une idée générale de l'endroit ou le lieu où iraient ces fonds, s'ils existaient, et ainsi pouvoir faire une recommandation pour savoir combien de ces composantes de la demande d'allocation
et des priorités pourraient recevoir tant de fonds. Je ne vais pas vous résumer tous les annexes. Je vais juste vous noter quels sont deux des nouveaux. Dans les prochains webinaires, nous allons voir de chacun de ces annexes. Donc, si cela vous intéresse de connaître en détail ce qui est requis pour chacun des annexes, je vous prie de nous rejoindre dans le webinaire correspondant. Voilà ce qu'il y a de neuf dans les annexes pour m'assurer que ceux qui ne sont pas familiarisés avec les annexes et pour ceux qui le sont, mais qui connaissent les modes de fonctionnement du passé, puissent comprendre ce qu'il y a de neuf. Voilà les nouvelles annexes. Les groupes de la société civile et de la communauté doivent identifier leurs priorités. C'est une contribution au dialogue sur les priorités d'investissement et cela sert à s'assurer que ces groupes, ces communautés communiquent entre elles et parlent d'une seule voix. Ça, c'est important pour que le secrétariat puisse savoir et connaître quelles sont les priorités de ces communautés et de cette société ou de ces pays. Ceci est clair dans la demande de financement. Ceci se reflète dans l'allocation finale. Ensuite, un autre annexe sur la description du dialogue du pays. Alors, ça peut être assez bref et résumé si vous n'avez pas besoin de faire un très gros document, mais il faut décrire le processus entrepris pour faire participer un large éventail de parties prenantes dans le processus de dialogue avec le pays. Il faut que ce soit un processus inclusif et transparent. En plus, il y a l'annexe des écarts et priorités RSSH sur les différents portefeuilles. Il est vrai que c'est très, très utile, cette annexe. C'est un annexe très efficace pour de nombreux contextes. Et ensuite, il y a des tableaux de données essentiels. Ça, c'est en bas de la colonne de gauche avec les différents chapitres pour le sida, tuberculose. Voilà un nouveau concept, donc tableau de données essentiels. Il y aura des webinaires qui vont vous expliquer ces annexes en détail tout au long de notre cycle de webinaires. Les tableaux de données essentiels sont en fait un sous-groupe ou une sous-catégorie pour les partenaires, pour les membres. Et le Fonds mondial a détecté qu'il s'agit des données essentielles dans la plupart des contextes afin d'obtenir l'impact que nous recherchons. Là, nous demandons aux demandeurs de remplir une mise à jour. Est-ce que ces données essentielles de programme ont été atteintes ou pas? Et dans la description, on peut indiquer comment pourrait faire le pays en question, comment est-ce que le pays pourrait faire pour faire face à toute déficience et potentielle. Cela ne doit pas être fait dans le prochain cycle d'allocation. Non, c'est quelque chose à préparer pour l'avenir. Pour pouvoir atteindre les niveaux d'attente normative escomptés. À droite, donc à gauche, c'était obligatoire. À droite, c'est demander si disponible. Il y aura 10 pays pilotes qui devront le fournir. Dans la plupart du cas, ça sera optionnel ou demander si disponible. On demandera au MPC et aux demandeurs candidats de faire une évaluation des risques d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel, de voir où se trouverait le potentiel que ces problèmes se produisent afin d'identifier et d'atténuer les risques liés au risque d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel. Ceci n'est obligatoire que pour 10 pays pilotes. C'est optionnel pour l'instant. Et nous aimerions l'inclure petit à petit plus tard dans tous les portefeuilles, dans les prochains cycles de financement. Ensuite, une évaluation de genre et une évaluation des droits humains. Beaucoup de pays le font déjà. Mais ceci n'a pas toujours joint à la candidature, à la demande de financement. Donc, si vous avez cette information, ça serait bien de la joindre à la demande afin d'avoir davantage d'informations, des informations générales sur les antécédents. Et maintenant que je vous ai fait très, très peur avec cet énorme pack de documents qu'il faut préparer avec les annexes afin que le Fonds mondial puisse évaluer les demandes, maintenant, je vais vous raconter comment on révise ces demandes. Voilà le panel de révision technique. C'est ce panel, ce groupe de personnes indépendantes et impartiales d'experts qui ont été engagés
pour réviser les demandes, pour analyser les demandes de financement dans le but de s'assurer que les investissements du Fonds mondial auront une approche stratégique et pour recommander des opportunités afin de savoir mieux optimiser la proposition faite par le candidat ou le demandeur afin d'obtenir un plus grand impact. Ainsi, ces demandes doivent avoir une approche stratégique. Il faut qu'elles soient techniquement solides et préparées à la durabilité, avoir un potentiel pour pouvoir atteindre les objectifs et les répercussions. Donc, il y a des critères des révisions, d'examen du TRP, de ce panel de révision technique en bleu pour la période d'allocation 2023-2025. Voilà les critères d'analyse ou d'examen. On voit ce qu'a déjà fait le Fonds mondial. Qu'est-ce qui peut mener à un changement? Quels seraient les éléments qui peuvent conduire à un changement dans la répercussion et dans les objectifs atteints? Le TRP, ce panel de révision technique, a des critères précis de révision pour cette période. Le secrétariat a une équipe pays qui est responsable de coordonner tous les experts techniques par rapport à un certain nombre de départements. Alors, il y a genre, communauté, etc. Donc, il y a une coordination par le secrétariat grâce à ce panel d'experts. Ensuite, le panel de révision technique est informé des éléments qui sont intéressants pour pouvoir déterminer l'allocation. Avec tous les éléments analysés et validés, le panel de révision technique fait son rapport. Et la révision est faite de manière très différenciée. Vous verrez quels sont alors, par exemple, les portefeuilles d'impact central avec il y a une approche de révision particulière. Il y a d'autres révisions différentes, un peu plus généralistes pour le portefeuille, pour différencier le type d'information que nous demandons pour chaque portefeuille et voir le niveau d'effort, le niveau d'investissement en fonction de la révision faite par le panel. Le résultat de tous ces rapports, de toutes ces révisions, est un formulaire de révision TRP, c'est ce qu'on appelle formulaire d'analyse et de recommandation. Ceci est envoyé au pays et dans ce rapport, dans ce formulaire, sont résumées les observations du panel et où le panel a identifié des éléments à renforcer. Le panel dira tout d'abord, nous croyons que cette demande est suffisamment solide ou peut-être elle n'est pas tout à fait prête pour la mise en œuvre d'une allocation. Oui, s'il y a un élément essentiel, mais il faut le repenser, il faut le modifier. Nous demandons au candidat, au demandeur de réélaborer sa demande pour pouvoir mieux couvrir ce domaine. Donc, lors du dernier cycle de l'allocation, nous avons eu plus de 200 demandes et nous avons eu un taux d'interaction de 6%. Donc, on n'a pas demandé à de nombreux pays de répéter, de refaire ce rapport. Mais là, le panel a une grande valeur parce que le panel comprend très bien si une proposition d'investissement est très solide, très forte, ou si les demandeurs sont prêts à recevoir l'effort mondial ou il faut repenser un petit peu la candidature ou s'il faut reformuler la demande pour l'améliorer. Ce formulaire est envoyé aux demandeurs avec des recommandations concrètes, très spécifiques pour des modifications ou des précisions. Et le Fonds mondial peut demander peut demander des modifications, des interventions du PAR. Donc, on peut recommander la demande de qualité non financée du PAR ou on peut recommander une redéfinition des priorités des interventions. On peut aussi recommander l'octroi d'une subvention, demander une itération, parce qu'il peut y avoir aussi des demandes de qualité non financées. Donc, on a listé quelque chose dans dans le Fonds mondial et là, on peut investir par des donateurs éligibles. Voici donc le panel et ce qu'il fait. Et ce que nous avons déjà identifié pour 2023 sont les dates et les dates butoirs de soumission des dossiers. Voilà les dates limites. Le 20 mars, le 29 mai et le 21 août pour les dates de présentation en 2023. Entre-temps, nous avons les réunions du PRT, le panel
technique. Et là, on voit la cohérence, on voit que les dossiers sont complets ou pas. On peut le remettre en français, en anglais, en espagnol, 10 jours avant la réunion, afin de pouvoir réviser toutes les pages de ces documents qui ont été remplis par les demandeurs. Donc, logiquement, il faut du temps pour ensuite faire une révision en bonne et due forme et mettre les recommandations. Quelques commentaires sur les dates. Le 20 mars, c'est juste après l'envoi de la lettre d'allocation. Donc, c'est une période de 3 mois qui peut être très intense. Il va y avoir beaucoup de dialogue dans le pays pour voir quelles sont les attentes, mais de nombreux pays réussissent à le faire. Beaucoup de pays l'ont déjà fait dans le passé. Nous encourageons tous les pays qui ont une date butoir dans leur allocation qui se termine en 2023, on leur demanderait d'entrer dans la fenêtre numéro 1, la fenêtre de cette date de dépôt du dossier. Ça serait l'idéal, la fenêtre 1, si leur allocation se termine en 2023. Ceci va leur permettre de finaliser l'exécution de l'allocation pendant l'été, afin qu'en automne, tout soit prêt pour passer au contrat, à la signature des marchés et passer à l'allocation suivante de 2024. Cela, il faut le prendre en compte. Pour la fenêtre 3, ou la date limite 3, on recommande aux pays dont les allocations se terminent à la fin de 2024 de s'y tenir, donc à la fenêtre 3. Donc, c'est une option d'entrer dans cette date limite, la fenêtre 3 du 21 août, si vous n'arrivez pas à la fenêtre 1. Je ne sais pas si les allocations se terminent en décembre 2023, mais je crois que ça serait correct aussi, parce que vous avez différents délais et différentes dates butoirs. Donc, on vous demanderait de bien réfléchir. Quel est le délai qui cadre le mieux avec vos intérêts? En fonction de vos allocations actuelles, choisissez bien votre fenêtre. Que se passe-t-il pendant la préparation des subventions, pendant l'octroi des subventions? Il faut bien travailler avec l'équipe pays, avec le bénéficiaire principal. Nous avons c'est le moment de négocier, planifier, approuver, signer et être prêt. Donc, il y a donc une demande de subvention qui peut donner lieu à une ou plusieurs subventions pour un ou plusieurs bénéficiaires. Mais dans la plupart des cas, les bénéficiaires principaux, généralement, ils continuent. Donc, nous recommandons ici de faire en sorte que la location soit prête à temps afin de l'exécuter de la mise en œuvre pour le début de la suivante période. Nous recommandons donc de mettre en place les meilleures pratiques. Ça serait bien de commencer le plus vite possible le dialogue pays pour que les CCM soient prêts au moment du dialogue d'évaluation de la demande de l'allocation. C'est une manière d'accélérer les choses. Il faut penser aux détails à inclure et d'être prêt pour recevoir les subventions, d'être prêt en amont pour déjà réfléchir à tout ça, à une phase précoce. On établit un dialogue solide avec la société civile, avec les communautés qui s'impliquent encore plus. Il faut penser aux détails de l'allocation pour la subvention. Il faut bien penser aux documents à présenter. Nous avons prévu également de publier les recommandations du Fonds mondial sur le site web du Fonds mondial. Et ceci sera disponible sur le site web. Cela devrait permettre aux autres parties intéressantes et qui ont participé au dialogue du pays de contribuer avec leurs propres idées avec les MPC afin d'influer dans la phase de négociation de l'allocation de ces financements. Nous allons vous raconter le détail de la préparation de la subvention lors de prochains webinaires. Voilà, je voulais vous donner juste un aperçu parce que voilà les bonnes pratiques et les bonnes choses à retenir pour bien préparer le dossier. Une fois que la documentation a été finalisée et peaufinée, elle est envoyée au Fonds mondial afin que le comité et le conseil puissent l'approuver.
c'est le CAS qui doit évaluer les subventions finales. Le GAC en anglais, le GAC. Alors, ça passe par différents niveaux. Lorsque le conseil révise et valide les subventions, alors le Fonds mondial signe l'accord de subvention. Une fois que l'on signe le bénéficiaire principal et le CCM, le Fonds mondial prépare la première décision annuelle de financement. Voilà les 4 étapes. Les meilleures pratiques, nous allons voir quelles sont les meilleures pratiques ici. Si la subvention se termine en 2023, il faut bien réfléchir. Auparavant, il faut s'y mettre un petit peu plus tôt, n'est-ce pas, pour savoir quand se termine l'allocation et quand commence la période suivante. Ainsi, tout devrait être préparé à l'avance. Nous savons que certains pays, le bénéficiaire principal ne peut pas engager un deuxième bénéficiaire tant que la relation avec le Fonds mondial n'a pas été dûment établie. Donc, c'est bien de penser en amont, à l'avance, à ces différents temps pour que tout soit prêt. L'idéal, c'est de signer 1 ou 2 mois avant que la période suivante commence. Donc, il faut bien penser en termes de phases, d'étapes. Ceci est divisé en couleurs à l'écran. Vous voyez une partie qui est en bleu, qui peut durer 6, 9 mois, voire plus en fonction du contexte de chaque pays. Donc, notre conseil pour vous, c'est que les CCM fixent des dates concrètes et pensent vers l'arrière. Combien de temps cela va nous prendre pour que tout soit prêt afin de le remettre, de déposer toute la documentation. Et donc, il faut savoir, à cette date, on peut commencer le dialogue. Maintenant, on va collecter toutes les données nécessaires. Donc, il faut revoir ce calendrier en arrière afin que tout soit prêt à la date prévue. Il y a des ressources qui sont disponibles et il doit y en avoir encore. Donc, comme je l'ai mentionné au tout début du webinaire, nous avons donc les formulaires, les modèles avec les annexes et toutes les instructions sur le site web du Fonds mondial et sont disponibles en français, anglais et espagnol. Et nous avons également les différents modèles, les interventions faites. Donc, nous avons un manuel de cadre modulaire. Donc, ce site web inclut beaucoup d'informations sur les notes de formation de base, sur le VIH, tuberculose, paludisme et sur les SRPS et les différents modules d'intervention. Et au sein de ces modules d'intervention, il est possible également d'investir dans d'autres domaines qui seront donc inclus dans le modèle de SRPS. Les conditions sont en ligne, les notes d'information technique pour les 3 maladies qui sont essentielles. Quelques résumés techniques sont disponibles et également des notes qui correspondent sur la révision des TRP comme zone d'amélioration que vous allez voir pendant le suivant cycle. Encore entre octobre et décembre, dans les mois à suivre, vous allez recevoir un manuel de candidat qui va être disponible sur le site web du Fonds mondial. Ceci sera à votre disposition au mois d'octobre. Nous espérons pouvoir avoir un nouvel outil qui est le modèle de demande de financement avec un exemple complet pour, par exemple, différentes maladies pour un pays concret, comme une nouvelle ressource pour inspirer les CCM et pour voir quel serait le niveau adéquat d'information à inclure pour ne pas avoir trop d'informations ou pas assez. D'autres ressources en cours d'élaboration et je voudrais ne pas je voudrais laisser du temps pour les questions. Nous avons un grand nombre de webinaires. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire au site web du Fonds mondial et nous allons publier également les différents actes et résumés sur notre plateforme eLearn. Nous allons avoir également des
des cours en ligne à venir, disponibles sur eLearn, différents thèmes très variés. Nous espérons que ces webinaires soient traduits vers le français. Donc, nous allons pouvoir les offrir en français et anglais. Voici, je touche à ma fin de ce que j'avais à vous dire pour vous donner un aperçu de la procédure d'investissement pour le cycle prochain. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues du secrétariat qui ont déjà pris quelques questions que vous avez inclus dans le chat. Nous allons essayer de répondre à vos questions et si ce n'est pas possible aujourd'hui, nous espérons pouvoir le faire dans les jours prochains. Donc, j'attends mes collègues. Je vais demander à mon collègue David pour qu'il nous fasse part des différentes questions. Donc, nous allons commencer avec une question. Comment peuvent participer les nouvelles organisations alors qu'elles n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire au précédent? Si j'ai bien compris, donc comment les nouvelles organisations pourraient donc participer dans des programmes de pays et que les organisations devraient pouvoir être candidates à ces procédures. Quelle serait la procédure à suivre? Donc, il faudrait commencer par dire que le Fonds mondial a un accord selon lequel on n'accepte que des demandes de financement pour ces pays qui ont des mécanismes de coordination, c'est-à-dire qu'il y a un organisme de coordination pour chaque pays et l'information sur qui contacter est à disposition sur le Fonds mondial. Donc, si une organisation souhaiterait toutefois participer à un dialogue au niveau du pays et pouvoir apporter leurs propositions des données, ce serait possible, mais ils doivent le faire en se mettant en contact avec le coordinateur des pays afin de pouvoir se préparer pour le suivant cycle de financement ou de demande de financement. Si une organisation souhaite être considérée comme un destinataire ou bénéficiaire de ces fonds, un sous-destinataire ou sous-bénéficiaire, le point de contact, c'est le CCM, car ce sont les CCM qui vont recommander la sélection des destinataires, des bénéficiaires, et après, ils vont désigner les sous-bénéficiaires et nous avons tout un planning optimisé pour pouvoir apporter de tous les services et afin que nous puissions distribuer les recommandations en fonction du programme. Mais ce n'est pas une décision prise par le Fonds mondial, mais plutôt par le CCM, et c'est donc un aspect à prendre en compte. Par rapport aux attributions, est-ce que nous devrions donc avoir des changements au niveau de la reconduction? C'est-à-dire quand une subvention change, la méthode d'attribution se penche sur l'éligibilité des pays individuels, mais également prend en compte le poids des maladies et nous permet de travailler sur un modèle d'optimisation et de pouvoir nous arrêter sur les différentes subventions. S'il y a un change, par exemple, sur les recettes ou sur un changement par rapport à une maladie, ceci changerait également le niveau de subvention. Si un pays va passer à un modèle plus haut de plus haute recette, donc la subvention serait réduite en fonction. Donc, le système de reconnaissance
pourrait donc faire en sorte qu'un pays pourrait être reconnu, mais pas éligible pour le cycle actuel. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous dire maintenant les changements qui pourraient s'opérer au niveau des pays. Ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas non plus de mon ressort, mais j'encourage à tous ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur la distribution des financements et comment c'est ceci. Vous pouvez assister donc à un webinaire qui va être organisé au mois de décembre. Et en ce qui concerne les distributions individuelles, ceci sera communiqué à la mi-décembre. Merci. Est-ce que une demande de financement serait prise en compte, même si toutefois la population civile n'est pas prise en compte dans ce projet? Donc, le Fonds mondial a 6 exigences. La première, c'est que l'instance de coordination nationale doit démontrer qu'il y a eu un dialogue inclusif et transparent. C'est une exigence minimale, c'est-à-dire que les populations clés doivent à coup sûr participer dans le dialogue au niveau du pays. Mais nous demandons en tant qu'obligation que l'instance de coordination nationale ajoute en tant qu'exigence les 20 priorités plus importantes des communautés et des sociétés civiles en tant qu'annexe afin que l'on puisse démontrer que l'instance de coordination nationale a reçu cet intrant et devrait indiquer si ces priorités sont reprises dans la demande de financement. Si une instance de coordination nationale démontre qu'ils ont un dialogue transparent et inclusif et qu'il n'y a aucune population clé ou population de la société civile inclue dans la narrative, ce serait vraiment un grand obstacle et un drapeau rouge qui serait donc présenté en tant que tel. Et en parallèle à cette question, quelles seraient les démarches à recommander lorsque l'instance de coordination nationale doit être renforcée, notamment lorsque les populations clés ne sont pas assez ou suffisamment représentées? J'ai des collègues du Hub de l'instance de coordination nationale, qui est une équipe qui dédie une grande partie de son temps à ce thème précisément. Il s'agit d'une initiative en cours encore, c'est-à-dire le renforcement des instances de coordination nationale qui travaillent avec ces instances euh, afin de pouvoir assurer la participation de ces instances et que l'on prenne en compte tous les acteurs les plus importants ou quand il y a des élections pour être le plus inclusif possible, c'est-à-dire quels seraient donc les membres à participer et ces désignations pourraient être considérées pendant les élections. C'est la responsabilité du Hub d'instances de coordination nationale afin de travailler avec ces différentes instances et pour les renforcer en communiquant les meilleures pratiques entre les différentes instances de coordination nationale, en établissant les standards minimums. Et j'entends que si un individu n'est pas partie de cette instance de coordination nationale et du secrétariat, par exemple, pourrait suggérer un renforcement peut-être de cette instance de coordination nationale, mais cette information devrait passer par le hub de l'instance de coordination nationale. Merci. Nous avons reçu énormément de questions par rapport au dialogue au niveau du pays. Quelles sont les ressources à notre disposition? Quelles sont les ressources supplémentaires? Je ne suis pas tout à fait sûre, mais peut-être outils supplémentaires, peut-être, plutôt que ressources. Il faudrait tout d'abord se pencher sur les annexes qui sont sur le site web du Fonds mondial,
qui sont indispensables qui ne sont pas indispensables pour la demande, mais sont indispensables pour assurer un dialogue et pour faire en sorte que toutes les décisions soient prises sur la base de bonnes décisions. La table du paysage, des scénarios, l'annexe de lacunes, ce sont des points indispensables avant que les débats se réalisent. Et ce serait des ressources très importantes pour nous fournir une analyse des portefeuilles et pour suggérer d'autres partenaires techniques qui pourraient faire partie de ces discussions, de ce dialogue. C'est un bon point de départ et nous allons entrer en plus de détails pendant le webinaire du dialogue au niveau des pays qui va s'organiser dans quelques semaines. Merci. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus par rapport à comment les bénéficiaires principaux sont choisis, sont retenus? Ils sont retenus par l'instance de coordination nationale qui a donc sa responsabilité par rapport à tous les bénéficiaires principaux. Ceci doit se faire en fonction des procédures documentées dans le manuel. Il doit y avoir donc une convocation transparente et tout ceci doit se faire avant. Mais par contre, s'il y a un bénéficiaire principal qui a de bons résultats, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle convocation. L'instance de coordination nationale pourrait continuer avec ce bénéficiaire principal, mais ceci doit se faire en fonction des procédures de l'instance de coordination nationale et repris dans les comptes rendus. Souvent, cela se fait après l'envoi de la lettre d'allocation. Et ceci, normalement, se fait au plus tôt, c'est-à-dire que nous avons à 80% de bénéficiaires principaux qui ont continué et qui ont reconduit leur demande. Quand il y a un bénéficiaire principal qui fonctionne, qui est performant, c'est intéressant de poursuivre ce financement et alors à ce moment-là, le débat est assez positif. Donc, d'après nos enseignements du cycle dernier, nous recommandons qu'il y ait donc une participation assez en amont de ces bénéficiaires principaux. Est-ce que l'instance de coordination nationale reçoit des informations techniques lorsqu'ils préparent leurs matériaux et leurs dossiers? Oui, tout à fait. L'assistance technique est disponible pour les instances de coordination nationale sur demande. Ceci se coordonne avec les fournisseurs d'assistance technique directement ou avec l'équipe nationale du Fonds mondial du pays, ou peut se faire au travers du partenariat de conseillers techniques. Mais le but recherché dans ce cas concret, c'est que les financements disponibles pour les instances de coordination nationale soient disponibles, mais ne peuvent pas être utilisés pour la qualification des demandes. C'est-à-dire que ce financement peut être utilisé pour des explications techniques. C'est-à-dire que nous pouvons donc réviser les programmes. L'on peut également encourager un dialogue au niveau du pays plus solide. Et c'est ce que l'instance de coordination nationale doit discuter avec les équipes de pays. Génial, merci. Quand et comment est-ce que les intéressés peuvent en savoir un petit peu plus sur l'éligibilité? Pour les critères d'éligibilité sont en cours de débat pour l'heure, c'est-à-dire que c'est en train d'être rédigé au niveau par le secrétariat, sera partagé entre les experts afin de pouvoir avoir un feedback et de pouvoir collecter les données nécessaires pour établir la liste pour les demandes. Ceci se fera en courant du mois d'octobre et ce sera le comité
donc de approbation des subventions qui le fera. Les critères actuels sur la base desquels nous analysons ces demandes n'est pas encore finalisé. Je ne peux pas le partager avec vous, mais quand nous organiserons le webinaire sur cette application, je présume que ce sera du domaine, ça fera partie du domaine de l'information publique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle des différents secrétariats des départements pendant la phase de financement par rapport euh, et après, que devraient faire les bénéficiaires et les demandeurs si le feedback du secrétariat est différent au feedback par les autres groupes euh, qui également participent à cette procédure? C'est l'instance de coordination nationale qui doit prendre la décision de ce qui doit être inclus dans le dossier. C'est-à-dire que il va y avoir donc un soutien de la part individuelle de chacun des membres, mais en même temps, ils devront prendre en compte les différentes contributions qu'ils obtiennent des différentes sources et devront voir quels sont les éléments à inclure dans leur dossier. C'est-à-dire quand il y a quelques différences entre les équipes, ça, c'est pas dans de mon ressort, mais ce que je peux dire de la part du secrétariat, c'est toujours l'équipe du Fonds mondial du pays qui a un responsable de dossier et qui est en contact avec les différents experts en différents domaines. C'est toujours cette équipe du pays qui va être le point de contact pour l'instance de coordination nationale et qui devrait donc participer pendant le dialogue. Mais c'est la décision, c'est l'instance de coordination nationale qui va prendre la décision finale. Ça serait, quand c'est utile, le FPM pourrait demander d'autres membres comme les partenaires de conseils techniques ou les groupes de défense de genre qui pourraient participer dans les débats pour des questions particulières afin de pouvoir aboutir à un résultat concret. Mais c'est rare que l'on puisse avoir des membres qui passent au travers l'instance de coordination sans passer par l'équipe du pays. Il y a donc l'équipe de points de contact également qui vont rejoindre l'instance de coordination nationale. Vous rappelez tous qui êtes connectés, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, car c'est à partir de là qu'on peut les lire et les répondre. Nous avons quelques secondes, quelques minutes. Si vous avez des questions, il faut absolument écrire vos questions dans le chat. On nous demande aussi par rapport aux lettres d'allocation, s'il y a un montant spécifique et qui détermine ce montant? C'est une question intéressante, effectivement. Je ne pense que personne ne me l'a déjà posée auparavant. Mais la réponse est non. Non, non, il n'y a pas un montant de prédésigné qui devrait être investi, que ce soit pour la société civile ou pour des groupes et des organisations de la communauté. Non, non. Mais ce que l'on demande, c'est que le CCM, donc le mécanisme de coordination du pays, doit nous informer sur les thèmes sur lesquels on va réfléchir au financement, mais ce n'est pas nous qui décidons de ça. Y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à répondre. Je crois que nous avons réussi, me semble-t-il. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler, d'abord, avant tout, bien sûr, vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous. Les PDF de cette présentation ont été envoyés à toutes les personnes qui se sont enregistrées aujourd'hui à 16 heures de Genève. Et nous avons l'enregistrement de ce webinaire et d'autres webinaires qui sont disponibles. Donc, nous encourageons à vous identifier
et à vous enregistrer pour pouvoir avoir accès aux enregistrements. Nous allons vous télécharger les liens aux différentes vidéos et aux différentes présentations. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de mains qui applaudissent. Nous avons réussi. C'est la première fois qu'on essaie de faire ce type de webinaire avec interprétation en direct, en ligne. J'espère que cela a marché. Moi, je n'ai rien écouté, à part moi, parce que j'ai parlé, mais j'espère que cela ait pu être utile. Merci beaucoup d'être là, d'avoir assisté à ce webinaire Zoom. Si vous avez pu tenir toute la session d'aujourd'hui, ça serait super de vous voir la prochaine fois. Non, la session de demain, c'est à peu près la même chose. Non, non, vous n'avez pas besoin de venir à la session d'aujourd'hui et de demain. Si vous avez assisté au webinaire d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de revenir demain. Mais les suivants webinaires seront très intéressants parce que nous allons couvrir d'autres thèmes, d'autres sujets. Le dialogue pays va être très intéressant. On ne l'a pas fait auparavant et les différentes approches, les défis essentiels des programmes, la mise à jour des notes de durabilité. Il y a énormément de thématiques que nous allons aborder. Cela peut vous intéresser. Cela vaut vraiment la peine d'approfondir toutes ces questions qui seront couvertes lors des prochaines sessions en ligne. Si vous allez participer au processus de demande des fonds, je vous encourage à assister. Merci beaucoup et à la prochaine.